Donc nous voilà dans la deuxième séquence de cette étude de cas qui est construite à partir de la publication de Kurotori en 1966, et dans cette deuxième séquence, nous allons préciser quels sont les objectifs de l'étude, quelle est la réponse à optimiser, et par rapport à cet objectif, quelles sont les stratégies expérimentales que l'on peut proposer à des expérimentateurs, et puis quelle est la stratégie que Kurotori a retenue pour mener à bien son étude. Alors lorsque vous êtes confronté à un problème d'optimisation en formulation, vous parcourez de façon plus ou moins implicite une boucle. Parmi les étapes, vous allez rencontrer l'étape de choix des constituants à mélanger. Les constituants vont représenter les facteurs de l'étude et ils vont intervenir par leur proportion, que ces proportions soient massiques, volumiques ou molaires. Une fois que vous avez défini les proportions des constituants qui entrent en compte dans un mélange, vous allez faire appel à de la technologie de façon à mélanger. Et après avoir mélangé, les produits formés vont être caractérisés en faisant appel à une métrologie adaptée. Et ce qui caractérise souvent les problèmes de formulation, c'est qu'on rencontre plusieurs réponses qui peuvent être sensorielles, mais qui peuvent être aussi des mesures physiques. Dans cet exemple, qui est plutôt un exemple d'introduction au plan d'expérience, il n'y aura qu'une seule réponse que l'on va présenter, qui est un module d'élasticité. Et donc, cette boucle va permettre, lorsqu'on va la parcourir, de répondre à différentes questions. Dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants qui ont été préalablement choisis pour atteindre un optimum? Par exemple, ici, on va le voir, dans quelle proportion mélanger 3 constituants pour atteindre une valeur de 3000 pour le module d'élasticité. Mais vous pouvez aussi répondre à une autre question qui ne sera pas explicitée dans cette étude de cas, mais dans d'autres études. Comment la réponse varie-t-elle autour d'un mélange de références? Et c'est ce qui renvoie à la robustesse de la formulation. Alors une fois que vous avez caractérisé les produits ou le mélange fabriqué, comme les réponses sont souvent exprimées dans des unités différentes, il est important de les standardiser de façon à pouvoir donner un indice de satisfaction global. Et donc chaque réponse va être transformée en indice de satisfaction qu'on appelle une désirabilité individuelle. Ce ne sera pas le cas dans cette étude de cas particulière, mais on profite de cette étude pour présenter la boucle de la formulation. La désirabilité, c'est un indice qui varie entre 0 et 1, et qui est d'autant plus élevé que l'on se rapproche de la cible souhaitée par les expérimentateurs. Une fois que l'on a transformé les valeurs des réponses en indices de satisfaction individuelle, on les fusionne au travers, comme vous pouvez le voir au bas de l'écran, d'une moyenne géométrique qui peut être pondérée, de façon à obtenir un indice de satisfaction globale. Et naturellement, tant que cet indice de satisfaction globale n'est pas de hauteur suffisante par rapport aux attentes des expérimentateurs, eh bien on va faire tourner cette boucle avec un élément qui est cher, c'est la fabrication et la caractérisation des mélanges. Alors, dans l'étude de Kurotori présentée en 1966, on s'intéresse, ou l'auteur s'intéresse à la fabrication, à la formulation de propergol. Donc, vous pourrez chercher sur Internet, vous trouverez de nombreux détails. Il s'agit de produit destiné à la propulsion de fusées, et ce propergol va être fabriqué à partir d'un liant, qui est le constituant 1, d'un comburant et d'un combustible. Et le problème est de trouver dans quelle proportion mélanger ces 3 constituants de façon à obtenir une valeur égale à 3000 pour la réponse, qui est un module d'élasticité, avec une contrainte, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de liants possible. Donc, dans quelle proportion mélanger les 3 constituants que je viens de citer, de façon à ce que la réponse ait une valeur égale à 3000, et de telle sorte que la proportion d'un des constituants soit la plus petite possible. Voilà quel est l'objectif de cette étude. Si naturellement les équations de la physique, les équations de la chimie permettaient de résoudre le problème, il suffirait de faire appel à ces équations. À défaut
d'avoir une équation ou des informations disponibles, on va devoir faire une campagne expérimentale et c'est là qu'il faut envisager différentes stratégies. Alors pour mémoire, je vous rappelle qu'il y a des méthodes directes. Une méthode directe, c'est une méthode qui va permettre aux expérimentateurs d'avancer pas à pas sans faire appel à une modélisation comme dans les plans d'expérience. Ces méthodes ont été développées à peu près à la même période que l'exemple de Kurotori, en 1962 en particulier. Elle fonctionne avec un logigramme qui est très simple, que l'on va décrire à partir d'une figure. Cette méthode a fait l'objet également d'un chapitre de cours. Cette méthode consiste à fabriquer un simplex autour d'un mélange de références et ensuite à caractériser les sommets de ce simplex, que vous voyez ici en rouge, à partir de 3 lettres, quand il y a 3 sommets, qui vont permettre d'isoler le plus mauvais mélange. Et l'idée de la méthode consiste à avancer séquentiellement en faisant une expérience opposée systématiquement au plus mauvais mélange. Et comment calculer les coordonnées de cette nouvelle expérience? Mais il suffit de prendre l'image du point W par rapport au point G qui est le centre de tous les autres points. C'est ce que nous montrons ici avec un indice qu'on appelle R pour désigner le mélange qui correspond à l'image du plus mauvais mélange dans le simplex précédent. Et donc séquentiellement, on va voir ici un schéma de principe, la méthode va avancer pas à pas dans une direction. Elle peut automatiquement changer de direction, comme vous pouvez le voir sur cette animation. Et qu'est-ce qui va caractériser l'atteinte d'une zone optimale? Bien, c'est que le simplex va s'enrouler autour d'un même sommet. Alors, une règle de prudence invite les expérimentateurs à vérifier dès qu'un sommet est systématiquement le même meilleur sommet dans plusieurs simplex successifs. On fait une vérification expérimentale et si finalement cette expérience est confirmée comme étant la meilleure, eh bien on conclura avec un certain nombre de répétitions que l'on a atteint un optimum. Alors bien évidemment, cette méthode va être d'autant plus longue à mettre en œuvre que l'on partira loin de l'optimum, comme vous pouvez le voir sur cette figure, et que le pas choisi par les expérimentateurs, le pas ça correspond quelque part à la hauteur du simplex, sera petit. Donc plus vous partez loin du sommet de la montagne et plus vous avancez avec un petit pas, plus vous mettrez de temps pour atteindre le sommet de la montagne. Alors pour pallier cet inconvénient, en 1965, 2 autres auteurs, Nelder et Mead, ont proposé d'adapter le pas du simplex en fonction du relief rencontré, en créant en particulier, lorsque la réponse mesurée au point R est la meilleure, maintenant des 4 réponses que vous voyez à l'écran, propose de faire une expansion. Si on fait croître la taille du simplex chaque fois que l'on est dans la bonne direction, eh bien on va accélérer la convergence. Alors toutefois, s'il faut changer de direction, il va falloir réduire la taille du simplex, et donc la méthode que l'on ne décrit pas dans le détail ici, mais on fait référence à cette méthode parce qu'elle est très utile, va implémenter des contractions de façon à ramener le simplex à une taille qui permet de tourner dans l'espace et de changer de direction. Donc c'est ce qui est résumé sur cette figure générique. Alors pour terminer sur les méthodes directes d'optimisation, il existe d'autres approches qui relèvent plus d'approches numériques que d'approches expérimentales. Je les cite ici pour mémoire, mais lorsque vous êtes confronté à un problème d'optimisation, surtout, ne pensez pas uniquement au plan d'expérience, mais envisagez également la méthode d'optimisation du simplex qui, dans bien des cas, présente de nombreux avantages, comme on a pu, encore une fois, le décrire dans la séquence de cours qui était consacrée à cette approche. Alors, lorsqu'on n'utilise pas de méthode directe, on utilise une méthode indirecte. Et une méthode indirecte, pour faire tourner la boucle, c'est une méthode qui va remplacer
dès qu'elle le pourra, la partie dispendieuse de la boucle, rappelez-vous l'espèce de réacteur chimique, par un modèle. Un modèle, c'est une équation, un système d'équations, où c'est une description de la variation de la réponse en fonction de la variation des facteurs. Et si ce modèle est descriptif, c'est-à-dire s'il vous permet de retrouver les expériences que vous avez déjà vécues, s'il s'avère être prédictif, alors on se servira de ce modèle pour faire tourner la boucle. Et les réponses qui étaient des réponses observées deviendront des réponses calculées. Et tant que nous n'aurons pas atteint un indice de satisfaction globale idéal par rapport aux expérimentateurs, finalement, on jouera avec l'équation du modèle, on verra comment dans cet exemple, de façon à essayer de faire mieux que les meilleures expériences physiques que l'on a réalisées. Alors, lorsqu'on est confronté à un problème de méthode indirecte, d'optimisation, et en particulier dans les plans de mélange, où, je le rappelle, les proportions des constituants représentent le plus souvent les facteurs de l'étude, il va falloir tirer le bon tiroir au bon moment parmi tous les outils disponibles dédiés au plan d'expérience. Et People et Cornell, dont vous voyez la référence au bas de l'écran, en 1994, ont présenter une typologie et une classification à la fois d'études de cas, mais également de méthodes pour aborder les problèmes de formulation à partir de plans d'expérience. La première des stratégies, qui est la plus ancienne, qui remonte à Henri Scheffé en 1958, qui a été décrite en cours, qui a fait l'objet d'études de cas, c'est la stratégie dans laquelle la variation de la réponse, donc ici le module d'élasticité, ne sera décrite qu'uniquement à partir des variations des proportions des constituants. On pourrait également s'intéresser non seulement à l'explication de la variation de la réponse à partir des variations des proportions, mais aussi à partir de la quantité de mélange utilisé. C'est la stratégie que vous voyez apparaître à l'écran. On pourrait intégrer également des variables de procédé, la vitesse de malaxage, des variables du cycle de cuisson, des variables s'intéressant à la nature des constituants. C'est ce qu'on appellerait des variables de procédé. Et puis une quatrième stratégie consiste dans certains mélanges à isoler le constituant majoritaire à plus de 70%, à plus de 80%, pour considérer que sa variation ne sert que de variable d'ajustement par rapport à une somme de proportions égale à une constante. Et donc du coup, on modélise la variation de la réponse ou des réponses uniquement en fonction des variations des constituants minoritaires. On peut s'intéresser à la modélisation à partir de variables mathématiquement indépendantes quand il est plus judicieux de modéliser la variation de la réponse à partir, non pas des proportions, mais des rapports de proportions. Et enfin, lorsqu'on a beaucoup de constituants, si les experts de la chimie permettent de regrouper ces constituants en familles, il peut être judicieux de faire ce que l'on appelle des mélanges de mélanges. Alors, dans une approche initiatique au plan d'expérience, on va garder la première stratégie expérimentale qui va consister ici à modéliser la variation du module d'élasticité à partir, vous le voyez un petit peu en avant-garde sur l'écran, des 10 mélanges qui vont mailler le domaine expérimental. Ce domaine expérimental est défini à partir de 3 constituants, un liant, un comburant et un combustible. Et donc on va essayer de voir si dans le petit domaine que vous voyez en bas, au sein duquel on a fait 10 mélanges représentés par des points rouges, on peut trouver une caractéristique de module d'élasticité égale à 3000 avec une teneur en liant minimale. Alors pour terminer cette partie consacrée à la stratégie expérimentale, on parle de plans d'expérience, mais encore faudrait-il essayer de les définir. Donc j'ai reporté ici des phrases qui apparaissent dans une norme dédiée au vocabulaire. C'est une norme internationale, ISO 3534. L'opus numéro 3 est consacré au plan d'expérience, l'opus numéro 1 est
consacré aux statistiques et au vocabulaire, des statistiques et des probabilités, et le tome numéro 2 ou l'opus numéro 2 est consacré au vocabulaire dédié aux statistiques et outils statistiques en production, en particulier les cartes de contrôle et d'échantillonnage. Alors dans l'opus numéro 3, on parle de plan d'expérience, et la norme nous dit qu'un plan d'expérience, ou les plans d'expérience, constituent une stratégie de planification afin d'obtenir, tout le monde espère ça, des conclusions solides et adéquates de manière efficace et économique. Et il est vrai que quand on demande au public ce qu'ils ont retenu des plans d'expérience, c'est que soit c'est des matrices, soit c'est fait pour économiser et réduire le nombre d'essais, d'où la partie économique. Mais il ne s'agit pas d'être uniquement économique, il faut aussi être efficace. Et vous voyez une figure à l'écran qui vous montre que l'efficacité va résulter d'une équirépartition des expériences dans le domaine expérimental, et cette équirépartition permettra de faire un modèle, et si ce modèle s'avère être de bonne qualité, d'une qualité prédictive en particulier, alors eh bien, on exploitera ce modèle pour trouver un optimum ou pour répondre aux questions des expérimentateurs. Alors on nous dit que dans le vaste catalogue des plans d'expérience, il ne faut pas forcément choisir le premier qui se présente à vous, en particulier dans les solutions informatiques. Il faut que le choix du plan d'expérience dépende de la nature des questions à traiter. Un premier distinguo, c'est la nature du problème. Est-ce qu'il s'agit d'optimiser ? Donc de trouver les proportions des constituants qui permettent de maximiser une réponse, de minimiser une réponse ou d'atteindre une cible, ou est-ce qu'on cherche à vérifier la robustesse d'une formulation ? Ensuite, on se demande quel est le degré de généralité que l'on cherche au niveau des conclusions que l'on va apporter. Est-ce que finalement on cherche à dégrossir un problème, c'est ce qu'on appelle du screening, à isoler une zone du domaine expérimental, ou est-ce qu'on cherche très précisément un optimum? Et puis bien évidemment, dans une étude, il faut intégrer les ressources disponibles. C'est évident que si vous pouviez fabriquer 500 mélanges, eh bien vous ne vous seriez sûrement pas privé de mailler beaucoup plus finement le domaine expérimental. Et puis, dernier alinéa que j'ai retenu dans cette norme, bien c'est qu'un plan d'expérience, à savoir une expérience convenablement organisée, conduira fréquemment à une interprétation statistique relativement simple des résultats. On verra que le fait de fabriquer un modèle, ici une équation, va vous permettre de la dessiner, cette équation, et plutôt que d'interpréter de façon hasardeuse des coefficients, vous lirez tout simplement l'information recherchée sur un dessin, qu'on appellera la représentation des courbes isoréponses ou la trace de la surface de réponse. Et donc, ces outils de restitution de l'information après une campagne expérimentale sont très appréciés en milieu industriel parce qu'ils permettent de décider et de prendre des directions d'optimisation. Voilà, nous avons atteint la fin de cette deuxième séquence qui a consisté à présenter dans un premier temps l'étude. On cherche à atteindre une valeur de 3000 pour un module d'élasticité à partir des variations de 3 constituants. Et puis on a déroulé rapidement le catalogue des stratégies disponibles pour retenir une stratégie qu'on appelle component proportion et que l'on va maintenant construire dans les séquences suivantes. La séquence suivante, c'est la définition des facteurs et du domaine expérimental. Donc je vous dis à tout de suite.